Bon, Alexandre, ça va? André, ça va On et toi? parlait de boxe, mais on en reparlera tout au long de la discussion. Déjà, bienvenue dans Seven the Ring. Merci. Merci à toi d'être venu surtout. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas ce que tu proposes aujourd'hui au travers de tes projets entrepreneuriaux, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ok. Je suis Alexandre, j'ai 44 ans, marié, père de 2 enfants et entrepreneur depuis 2009. Donc ça fait déjà 16 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. J'ai monté 2 boîtes, une qui organise des enterrements de vie de garçon, qui s'appelle Crazy EVG, qui envoie les mecs faire la fête à Budapest, à Prague, à Barcelone, à Madrid, qui a inspiré le film Budapest, donc qui nous a donné un petit peu de lumière à ce moment-là, en 2018, avec Manu Payet et Jonathan Cohen. Et une deuxième, montée au lendemain du premier confinement, en 2020, qui s'appelle Sovilla, qui permet aux gens de se réunir pour célébrer un événement, parce que c'est des grandes maisons pour 30, 45 et 60 personnes, isolées des voisins, dans lesquelles tu peux faire la fête, et suréquipées en termes de terrain de sport, piscine, salle de jeu, billard, baby-foot, bande d'arcade. Et on a une grosse clientèle B2C qui vient célébrer notamment des anniversaires, et une clientèle B2B qui vient en séminaire en semaine, faire un petit team building, rapprocher les équipes, un off-site. Et voilà, et on a 44 maisons aujourd'hui. 44 maisons. 44, ouais. Proche de Paris, principalement. Les 34 premières sont proches de Paris et on en a 10 autour de Lyon. Ok. Et là, on va en ouvrir. Le projet est ambitieux, mais c'est parti. 60 un peu partout en France. On va aller à Bordeaux, à Montpellier, à Rennes, à Nantes, voilà, Strasbourg, Lille. On essaie d'en ouvrir partout en France sur les 3 prochaines années. Super. Mais en plus, il y a du marché. Et puis Bordeaux, ça devient, si ce n'est pas devenu une des plus grandes villes. Ouais, Bordeaux, Française. Toulouse, c'est dynamique. Il y a vraiment le marché. Aujourd'hui, on est pas mal connu sur les réseaux. Et une des questions auxquelles on ne peut pas répondre, c'est je veux une Sauville près de chez moi. Et donc l'idée, c'était comment on fait pour être partout en France rapidement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a un phénomène où les bars et les boîtes sont de moins en moins fréquentés. Les gens privilégient une soirée privée pour leur anniversaire, pour un événement à célébrer. Une baisse de la fréquentation, mais pas une baisse, enfin selon nous en tout cas, pas une baisse de la fête et des événements festifs. Simplement, les gens ils veulent être entre eux avec leurs propres potes, leur famille, et on surfe un peu sur cette tendance en créant des lieux uniques qui te permettent de rassembler tes amis ou ta famille ou tes collègues et de faire la fête comme tu l'entends. D'où te vient ce goût pour la fête? C'est une bonne question, mais c'est vrai que les 2 boîtes que j'ai créées ont le même ADN, un ADN assez festif. C'est plus c'est plus l'ADN de rassembler. Moi, j'adore rassembler mes potes, rassembler mes copains. J'adore cuisiner. Ça vient plutôt du côté de ma mère, ça. Et j'ai toujours adoré organiser un séjour, un dîner, quelque chose pour mes potes, voir les copains. J'ai toujours une grande bande de potes. J'ai la même bande depuis la 6e. On est encore 14 dans le groupe WhatsApp et on se voit encore régulièrement. Je pense qu'avec mon associé Aurélien, qui est mon meilleur ami, on a toujours voulu créer des boîtes. On dit toujours qu'on est des amis qui ont créé des boîtes pour les amis. Et c'est ça qui nous a toujours animés. Et c'est vrai que dans les projets entrepreneuriaux que j'ai besoin d'être passionné par ce que je fais pour être créatif, pour avoir des idées. Et voilà, c'est mes potes qui m'ont inspiré. 14 dans un groupe WhatsApp depuis le collège. Depuis le collège. Je suis jaloux. Elle est même gars. Moi, j'ai un groupe, j'en ai des groupes, et un de mes groupes, on est 4, 5. Et ouais, c'est depuis le collège pour certains, et d'autres, on s'est un peu plus rapproché au lycée. 14. Mais où t'as grandi? J'ai grandi dans le Val-de-Marne, une petite ville qui s'appelle Limay-Brévannes, qui est coincée entre Boissy-Saint-Léger, RER A, et Villeneuve-Saint-Georges, RER D, pour situer au niveau des RER. Parce qu'à Limay, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, ils ont ouvert le téléphérique là, qui permet d'aller à Créteil. Mais j'ai grandi là-bas de mes 0 à 20 ans. De tes 0 à 20 ans, Ouais. ensuite, après, t'as fait tes études, c'est ça? Ouais, ensuite une école de commerce, mais toujours en région parisienne, dans le 78, donc j'étais pas loin, et j'ai gardé la connexion avec mes potes comme ça en fait. Et après j'ai bossé sur Paris, et après donc on est toujours resté dans le coin. Aujourd'hui j'habite en Normandie, dans le Calvados, mais j'ai toujours mes bureaux à Paris, donc je fais pas mal d'allers-retours. Et la semaine, j'ai toujours le temps de voir les copains, et le week-end je suis en famille en Normandie, au bord de la mer. Ça, c'est un bon choix, ça. Et aujourd'hui, avec les transports, on a Ouais, beaucoup c'est plus la plutôt cool. possibilité de le faire. Ouais, carrément. Ok. Revenons un petit peu sur, du coup, là où tu as grandi, ton enfance. Et, entre guillemets, c'était quoi tes premiers souvenirs d'un rassemblement avec tes amis? Si tu me dis que c'est ça qui... Ouais, le premier souvenir, bon,
j'avais un papa assez strict, donc j'avais pas trop le droit de sortir. Il privilégiait les études et les notes, mais c'est vrai que à partir du moment où on a eu le droit j'ai eu le droit de les rejoindre et de passer mes mercredis après-midi, mes samedis après-midi avec eux, c'était de se balader, de découvrir Paris. Moi, c'est ça mes premiers souvenirs avec mes potes, c'est de prendre le RER, parce que quand tu as grandi en banlieue, c'est pas une question de côté ghetto ou quoi, mais c'est un peu dortoir, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai grandi dans des villes où il n'y a pas un cinéma, il n'y a pas un bar. Je côtoyais des potes après à Paris, ils prenaient des cafés des fois à 14 ans, des verres d'eau, des coca. Nous, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas d'endroit pour se réunir. Ça m'a beaucoup manqué quand j'ai réalisé après à côté de quoi on passait en banlieue. Mais c'était de voir Paris, quoi, de prendre le RER et d'aller découvrir Paris, se balader. On passait des heures à marcher dans Châtelet, à regarder des boutiques, à aller au premier Footlocker, regarder les baskets. Tu vois, il y avait un Footlocker, il était à Châtelet quand j'étais petit, et il n'y en avait pas ailleurs, quoi. Et on regardait les nouvelles baskets qui sortaient des US. On était très inspirés par. On était dans la culture un peu hip-hop et tout, par les clips de rap qu'on pouvait voir à la télé. Et ouais, c'était découvrir Paris avec mes copains et se balader tout l'après-midi, mais rentrer. On avait juste fait que marcher et discuter. Et c'était cool. Et c'est les mêmes dont tu parles que. Ouais, c'est exactement les mêmes. C'est la même bande. C'est La même bande. Donc c'est vrai qu'il y a une problématique, pas vraiment, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est à noter. Moi-même, j'ai eu la même sensation, le même ressenti durant mes années collège. Mon père, il m'a toujours amené, on va dire pas poussé, parce que c'est toujours avec plaisir, mais amené à aller sur Paris, dans les musées, dans les quartiers branchés, ou faire entre guillemets, du lèche-vitrine. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce qu'il voulait que j'ouvre mes horizons et que je me dise qu'en fait, ma vie ne s'arrête pas seulement à là où j'ai grandi, qui est sympa. Hein. Moi, je suis à côté de Sceaux, à Châtenay-Malabry, dans le 92. C'est pas loin, du 94. Mais c'est vrai que ça fait du bien et ça te permet de créer des souvenirs. Et pareil que toi, il y a un de mes potes avec qui je suis encore très proche. Et je lui passe le bonjour à Nicolas Jovanovic. Si tu entends ce podcast, check à toi. Et on se baladait avec nos potes sur Paris. Et c'est vrai que ça crée des souvenirs. C'est des premiers liens de rassemblement, entre guillemets, comme tu dis. Et moi, ce que j'aimerais un petit peu revenir, c'est tu parlais de ton père qui utilisait strict. Pourquoi, d'après toi, il avait cette envie que tu réussisses dans les études? Est-ce que lui, c'est quelque chose qui lui a manqué dans son passé? Et si tu peux nous parler un peu plus de lui. Ouais, avec plaisir. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il était aussi strict avec moi. Et c'est vrai que lui, il n'a pas eu l'occasion de faire des études. Il était parti de chez lui très jeune, à 18 ans, découvrir le monde. Il est parti à Londres un jour de ses 18 ans. Commencer la boxe, parce qu'on en reviendra peut-être après, mais il était boxeur professionnel. Et après sa carrière de boxeur, quand il a voulu se mettre dans un boulot un peu plus professionnel, découvrir le monde professionnel, mais il n'avait pas de diplôme, il n'avait même pas le bac, et il a galéré à ce moment-là. Moi, ça m'a marqué parce que j'avais 7, 8 ans, 10 ans, et il est retourné à l'école, repasser des diplômes. Et il me disait toujours, fais pas comme papa, va pas à l'école à 30 ans, tu vas maintenant et tu as ton diplôme avant de commencer ta vie professionnelle. Et moi, je l'ai vu galérer entre ses 30 et 35 ans, à la fin de sa carrière de boxeur, à essayer de se reconvertir. Et ça m'a marqué, même si je le trouvais strict. J'ai commencé à comprendre pourquoi il voulait que... Et il voulait que j'ai bac plus 5. C'était même pas juste le bac, il voulait que j'ai le meilleur diplôme possible. Et il me disait, quand tu auras le meilleur diplôme possible, au moins j'aurais fait mon job et tu auras le choix. Tu feras ce que tu veux après. Mais tant que c'est moi qui commande à la maison, tu vas jusqu'au plus gros diplôme possible et tu me remercieras plus tard et tu auras le choix. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué, pas mal drivé. Je l'ai écouté. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'essaie de reproduire un peu la même chose. Et j'essaie de reproduire ça et d'éduquer mes enfants comme ça en disant, tant que tu n'as pas compris pourquoi tu travailles, laisse-moi faire et te pousser jusqu'au bout. Puis une fois que tu as compris que tu bossais pour toi et que tu feras tes choix, on y est. Donc j'ai mon grand qui a 12 ans qui me dit, c'est bon papa, t'inquiète, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit, j'ai compris maintenant, tu peux me laisser les choses. Et non, je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot, Axel. Ouais, il faut rester à côté, on sait jamais. Parfois, c'est pour dire, laisse-moi comme ça, après je vais avec mes potes et je m'amuse tranquille. Mais c'est intéressant, tu disais que, moi, je sais qu'on en parlait, il a été boxeur donc professionnel. Et c'est de ce fait, par ce choix de carrière, qu'il n'a pas pu, dans sa jeunesse, poursuivre ou en tout cas essayer de rattraper plus tôt les études qu'il a voulu rattraper par la suite. Il a toujours voulu être boxé, il a toujours voulu faire de la boxe. Son père l'en empêchait.
Donc il est parti en fait à 18 ans, c'était une fugue Ok. quand il est parti en Angleterre. Et en Angleterre, après, il a pu découvrir la boxe, aussi trouver du boulot, etc. Et on est dans les années 70, c'est un peu plus simple qu'aujourd'hui. Enfin, il est parti sans rien. Au lieu d'aller au lycée, il a pris son sac et il est parti, il a pris le bateau et voilà. Et de là, il a découvert la boxe, la vie, il a rencontré ma maman qui est anglaise. Ils ont vécu longtemps en Angleterre. Et, euh, et donc, en faisant de la boxe et en quittant très tôt le foyer, effectivement, il s'en est passé à côté des études qu'il aurait pu faire. Et il s'est rendu compte, plutôt 30 ans passés, parce que enfin, quand je l'écoute et qu'il me parle de ses combats, forcément, quand tu commences une carrière de boxeur, enfin, il se voyait champion, quoi. Et il avait quelques très bons résultats, etc. Et donc, tant que tu es dans ta carrière, tu es dans ta carrière, quoi. Tu as l'impression que tu vas percer un jour, etc. Donc, il a fait pas mal de combats. Et c'est après qu'il a réalisé que sans diplôme et avec deux bouches à nourrir, on était déjà deux frères. Enfin, il nous a eu assez tôt avec mon frère le plus proche de moi. Il fallait aller bosser et sans diplôme, c'était chaud. Ouais, non, c'est clair. Ton frère a quel âge? J'ai deux petits frères, un qui a 3 ans de moins que moi, qui est né en 84, qui s'appelle Massimo, et après un avec qui j'ai 11 ans d'écart, qui s'appelle Willy. Donc on est 3 frères, mais les deux premiers, on a des souvenirs de ce papa boxeur en transition de carrière. Le petit dernier, on est 11 ans après, mon père était déjà dans une carrière professionnelle plus normale, on va dire, et il a grandi dans un milieu un peu différent du nôtre. Ok. Lorsqu'il était en transition, donc avant sa fin de carrière, est-ce que il vous emmenait souvent à la salle avec lui? Pas du tout. J'ai découvert ça plus tard. Il m'a emmené la première fois, j'avais 12 ans, donc j'étais en cinquième, pour me faire découvrir la boxe et pour que je sois un peu plus sûr de moi au collège. J'étais dans un collège un peu difficile. J'avais un petit peu l'étiquette premier de la classe, donc c'était pas évident. Je manquais de confiance en moi. J'étais pas bon en sport. Donc il m'a amené à la boxe, mes 12 ans, mais c'était déjà, je dirais, 5-6 ans après la fin de sa carrière. Donc moi, j'ai pas de souvenir de lui boxeur. J'ai juste des photos et des vidéos. Mais à ce moment-là, il compartimentait un peu. Puis j'étais un petit peu jeune, comme je pense voir son père faire de la boxe, combat pro à 6-7 ans. Je pense que c'était pas Ouais, le bon âge. Donc, non, il avait bien compartimenté, mais il m'a fait découvrir ça plus tard. Tu penses que sa pratique, logique, tu me diras, hein, mais souvent, la question que je me pose, c'est pourquoi la pratique d'un sport? Est-ce que ça vient donc des amis? Parfois, ça vient. Moi, ça vient de là. Personnellement, le football, j'ai 4-5 ans, je sais marcher, je sais courir, je suis à l'école, tout le monde joue au foot. Mes potes, ils disent oh, cet après-midi, moi, mercredi, j'ai foot. Maman m'amène. Maman, faut que j'aille au foot aussi. Bon, c'est pas trop cher, c'est pas le sport le plus cher non plus, c'est un des sports les plus accessibles, c'est pour ça aussi qu'il est populaire. Et donc, c'est comme ça que ma vie, elle a tourné, toute mon enfance, elle a tourné autour du foot jusqu'à mes 16-17 ans, même mon adolescence en gros. Mais ça n'a pas été parce que j'ai vu mon père pratiquer un sport. Ma question, elle va venir à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a eu une influence très directe dès que la première fois qu'il t'a emmené à la salle, le fait que sûrement il y avait tout un passif, les gens qui le connaissaient? Est-ce que tu as tout de suite voulu faire comme ton père? Ou au départ, tu avais un petit peu de recul, ou plutôt tu mettais le frein sur cette pratique de la boxe? Non, c'est ce que tu décris est vrai. J'ai voulu un peu faire comme lui. Avec le recul, je sais j'ai le souvenir qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire du sport avec lui, parce qu'il m'a emmené, puis lui il s'entraînait, j'étais forcément impressionné par le fait qu'il connaisse autant de monde. C'était l'ancien pro, tu vois, dans la salle, tout le monde le connaissait, tout le monde me racontait ses combats, des trucs, comme quoi il était super puncher, on me dit on va voir si t'as le punch de ton père. Enfin, donc tout de suite un peu de pression et en même temps envie de lui ressembler. Et aussi envie d'avoir des moments d'échange avec lui. C'est comme il était assez strict, en fait, jusqu'à de mes 0 à 12 ans, j'avais l'impression que mon père il me donnait que des ordres et que des trucs à faire, et j'avais intérêt à ramener des bonnes notes. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs d'échange avec lui avant ce moment-là. Et quand on a commencé à faire du sport ensemble, c'était la boxe, mais c'était aller courir le dimanche matin, parce que lui, en fait, il continuait à s'entretenir. Il faisait des footings tous les week-ends avec ses potes boxeurs, ou anciens boxeurs plutôt. Et en fait, pendant le footing, on discutait, on échangeait, et puis je le voyais fier de moi, mais autrement que par les notes à l'école. Et ça m'a donné envie de continuer et de m'accrocher, parce que je voyais un peu de fierté et de plaisir dans ses yeux. Donc au début, c'est pour ça que j'ai commencé la boxe, enfin, j'en suis conscient maintenant. Et après, ça m'a très vite plu. Et ça m'a changé mon physique, ça m'a changé mon assurance à l'école.
arrives au collège, tu dis que tu fais de la boxe, déjà tout le monde te regarde plus de la même façon. Et surtout quand tu as l'étiquette premier de la classe dans un collège un peu difficile, bah, tu n'es plus le premier de la classe, tu es le boxeur. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la boxe à 12 ans. Quoi. Aujourd'hui, avec la boxe éducative et tout, c'est vraiment bien développé. Et moi, à mon époque, j'étais le plus jeune du club. Quoi. Et puis le fils de l'ancien pro, donc ça m'a fait beaucoup de bien pour prendre confiance en moi. Mais à la base, ouais, c'était pour lui ressembler et pour avoir des échanges avec lui. Tes frères, ils ont fait pareil? Massimo, celui qui est le plus proche de moi, ouais, il est venu à la salle aussi assez tôt. Et William, le petit dernier, 11 ans après, lui, il a fait que du foot. Comme ça, c'est un gros footeux. Et il a jamais mis les pieds à la salle. Il était vraiment dans le foot. Et ça plaît à ton père, ça? Qu'il ait plutôt choisi... Ouais, il était pas. Mon père, il s'est, on va dire, détendu après les années. Ouais. Donc le petit dernier, il n'a pas eu la même enfance que nous. Il était beaucoup plus libre. Mon père était moins strict. Ça a tout aussi bien marché que pour nous. Il a fait la même école que moi de commerce et tout ça. Mais ça me montre aussi qu'il y a une autre voie qui est stricte et juste une bonne éducation aussi, ça a marché. Mais il était beaucoup plus libre que nous. Et puis il avait déjà des grands frères pour s'inspirer, pour faire d'autres choses. Moi, j'étais l'aîné, donc mon modèle, c'était mon papa, quoi, un modèle masculin à la maison. Donc, ouais, j'allais dire, en fait, souvent quand tu es le dernier garçon, surtout sur une lignée de garçons, tu regardes certes ton père, mais tu regardes surtout ton grand frère, surtout qu'il y a 11 ans de différence. J'imagine que quand lui, il avait 11, ouais, j'avais déjà une vingtaine d'années. Ouais, du coup, donc, il se dit, ok, attends, je vais être comme lui, parce que c'est lui qui est le plus proche. Ouais, exactement. Et il n'a pas eu le même rapport, je pense, avec l'éducation des parents. Un rôle spécial en tant que frère aîné à la maison ou dans ta vie? Ouais. Être l'aîné, ça définit, je pense, pas mal de traits de caractère chez moi. Déjà, l'éducation la plus stricte possible, parce que mes parents, c'était la première fois qu'ils étaient papa et maman, donc ils ont appliqué les règles à la lettre, enfin les règles qui s'étaient fixées. Ouais, donc voilà, je l'ai ressenti. Et après, responsabilité de gérer un peu mes petits frères, quoi. Souvent, c'est toi qui les gardes quand les parents ils sortent, c'est toi qui es responsable, c'est toi le grand, c'est toi. T'entends ça toute ta vie, quoi. Mais toi t'es grand, mais toi t'es mature. S'il y a une connerie de faite, t'aurais pu l'éviter. Enfin voilà. Donc tu t'apprends à être plus responsable et pas fuir tes responsabilités, je pense, en tant qu'aîné, surtout avec les parents que j'ai eu. Ça te suit aujourd'hui? Ouais, toujours. Ouais. Je pense que je sais pas si j'aurais été entrepreneur si j'avais pas été l'aîné, tu vois. Moi, je pense que c'est clair que ça m'a défini, ça a défini quelque chose chez moi en termes d'organisation et de responsabilité. Ouais, donc tu arrives à prendre les décisions, à prendre les responsabilités, c'est ça ce que tu veux dire, et tu assumes, entre guillemets, la responsabilité de direction et de lead, enfin de mener en tout cas une équipe ou des personnes avec toi dans un projet, j'imagine. Ouais. Et ça doit aider. Si ton frère est le dernier, du coup, il est différent? Ouais, il est différent. Mais il est pas entrepreneur, mais il bosse toujours dans le foot. Par contre, il est resté sportif et tout ça, et branché foot. Et il a travaillé à l'UEFA, dans des trucs, il a des bons postes. Il habite en Suisse aujourd'hui, et il est toujours dans ce milieu du foot business, avec des idées et des valeurs que je partage, mais on a plein de points communs sur l'éducation, et en même temps beaucoup de différences entre l'aîné et le petit dernier. Ça crée des caractères assez différents. Ok, c'est intéressant. Ce que j'essaye moi toujours, c'est ça, c'est voir les relations. Là, on parle de père-fils, mais en tout cas parents et enfants. Les relations entre frères et sœurs, parfois ça peut aller loin chez les cousins, cousines. Je sais qu'il y a des personnes parfois sont proches d'autres membres de leur famille, et on peut bien sûr parler des mères et fils. Est-ce que ta mère, elle a joué aussi un rôle, j'imagine, dans sa carrière à ton père, et peut-être aussi derrière ton ascension entrepreneuriale ou même ta personnalité? Ma maman, en fait, elle était le contrepoids du côté strict de mon père. Vraiment, une maman aimante et à l'écoute beaucoup plus. Enfin, j'allais beaucoup plus vers elle quand j'avais un problème que vers mon père. Je craignais un peu, c'est peu dire, mais moi aussi. Voilà. Non, et ma maman, justement, tu vois, j'évoquais tout à l'heure le côté partage, recevoir et tout ça. Ma mère, elle cuisine super bien.
je faisais autant de sport avec mon père que de la cuisine avec ma mère, tu vois. Et ce côté recevoir à la maison, accueillir et tout ça. Ma mère vient aussi d'une grande famille anglaise, elle est proche de ses frères et sœurs, elle est très famille, et ça m'a apporté tout ce côté-là, c'est clair. Donc, et beaucoup de soutien dans les moments difficiles, là où je n'arrivais pas à parler à mon père, les premiers amours, les premiers moments difficiles avec les profs à l'école. Ma mère a toujours été là pour m'écouter, pour m'aider, là où j'aurais eu plus de mal à communiquer avec mon père sur ces sujets-là. Super. Et on lui passe le bonjour, on leur passe le bonjour à tes frères et à tes parents, du coup. Et aussi à tes enfants, mais on en reparlera un peu plus après de ça et à ta famille, donc, du coup. Mais pour revenir un peu sur, pas forcément ton enfance, mais derrière, par la suite, j'ai compris que tu as pratiqué la boxe. Tu l'as pratiqué, moi je le sais, mais donc en compétition amateur. Et derrière, il y a eu les études. Comment tu as concilié cette période-là entre une pratique sportive, la boxe, on sait, c'est un sport difficile, si ce n'est peut-être même, entre guillemets, pour moi et peut-être pour toi aussi, le plus dur. Je partage ton point de vue. Ouais. Comment tout ça a été concilié et derrière, comment tu as fait tes choix pour qui t'ont amené jusqu'à la fin de tes études et une pratique sportive qui peut-être a changé ou ta manière de voir la boxe, le cheminement. Disons que de collège et lycée, c'est là que j'ai découvert la boxe, puis que j'ai commencé mes premiers combats, d'abord en éducative, et après en boxe amateur. Et après, j'avais la chance d'être encadré par mon père qui avait été boxeur pro et qui savait déjà que j'allais pas faire carrière là-dedans, parce que lui, il avait testé. La boxe pro, même aujourd'hui en France, c'est compliqué. T'en as un sur des milliers qui arrivent à en vivre. Même les gars qui sont champions de France, voire même des fois champions d'Europe, c'est même pas leur boulot à plein temps. Ils sont obligés d'avoir un taf à côté à la mairie. Mon père était ça, il était salarié de la mairie de la ville où on était, chauffeur de bus, ramassage scolaire, et après s'entraîner. Donc lui, il avait cette vision-là. Il m'a laissé faire ce que je voulais, les combats que je voulais et tout, jusqu'à mes 18 ans. 18 ans, le bac, et là, classe prépa pour préparer les grandes écoles. Et là, il m'a dit, c'est stop la boxe. Plus de combat. J'allais quand même m'entraîner, mais j'avais plus le droit de faire des combats. Et c'était dur à ce moment-là pour moi, parce que j'avais encore envie d'y retourner. Mais je comprenais, la classe prépa, c'est hyper intense en termes d'heures de cours et de préparation aux concours qui sont hyper chauds. Et après, arrivé en école, j'ai tout de suite eu la volonté de reprendre la boxe. Et l'école où j'étais, il n'y avait pas de boxe. Il y avait rugby, foot, ce que tu veux, tous les sports co qui étaient rois à l'école. Et j'étais voir le directeur des sports de l'école et je lui ai demandé est-ce que je pouvais m'entraîner en boxe quelque part, parce que c'était ça mon sport, quoi. J'étais un peu allé au rugby pour voir, mais j'avais jamais joué au rugby de ma vie à 20 ans. Parce que les mecs m'ont dit t'es costaud, viens au rugby et tout ça, mais voilà, c'était pas mon truc. Bref, et donc et là, il m'a dit, dans l'école d'ingénieur à côté, il y a un club de boxe. Je connais le gars. C'est une école un peu militaire, donc il y a des cours de boxe française et de boxe anglaise. Et il m'a laissé aller m'inscrire là-bas. J'avais une dérogation pour faire du sport là-bas, et donc j'ai pu reprendre la boxe à ce moment-là, de mes 20 ans à mes 24 ans. Et là, continuer les combats amateurs. J'ai repris les combats amateurs, parce qu'en école de commerce, le rythme, il est plutôt la fête qui t'empêche de s'entraîner que le rythme des cours. Donc c'était un petit peu chaud de concilier les deux. Et après, j'ai même fait les championnats de France universitaires. Il y a tout, où les règles, c'est les règles de la boxe asso. C'était un peu dur de concilier les deux, parce qu'il y avait des semaines où je faisais des vrais combats amateurs avec les coups portés, et la semaine d'après, de la boxe asso en boxe universitaire. Mais au moins, ça me permettait de m'entraîner, de kiffer, et je faisais de la boxe 3 ou 4 fois par semaine à ce moment-là, jusqu'à temps que je rentre dans la vie active. C'était dans quel club à ce moment-là, pendant tes études ? Moi, je m'entraînais. Il y avait un club qui est ouvert dans ma ville, Limay-Brévannes, géré par Olivier Bouffly. Ses fils sont entraîneurs au Temple aussi. Tu connais peut-être Mehdi. Et donc, quand je rentrais le week-end, j'allais dans mon club de Limay. Et la semaine, j'allais dans l'école polytechnique où il y avait des coachs de boxe et des militaires qui s'entraînaient, avec lesquels on pouvait mettre les gants, faire du bon sparring et kiffer et préparer les championnats de France universitaires. C'est vraiment top, ça. Ouais, c'était cool, c'était super cool. C'est la période où j'ai le plus boxé de ma vie, donc j'étais au top. Ah ouais. Parlons un peu du club de Limay, et on passe le bonjour du coup à Mehdi. J'espère qu'il écoutera le podcast. En tout cas, je lui partagerai ce passage, une personnalité en or. Enfin, je lui dis pas là parce qu'il y a la caméra, mais vraiment chaque fois que je vois Mehdi, j'ai toujours la banane, quoi. Le mec qui me fait toujours sourire, et il a toujours des anecdotes
assez intéressante et parfois hilarante. Et c'est un mec vraiment top. Donc, tu l'as rencontré dans le club à Limeil. Mm. Si j'ai bien compris, son père. Oui, tu l'a as été fondé. mon entraîneur sur la deuxième partie de ma vie de boxeur. Parce qu'au début, je commençais à la VG à Saint-Maur, qui était le club de mon papa. Olivier connaissait mon père, il était boxeur à la VG à Saint-Maur. Et étant de Limeil, il a réussi à ouvrir une salle à Limeil. La boxe commençait à plus se développer. Il y avait de plus en plus de salles qui ouvraient dans ces époques-là. Et Olivier a créé un club à Limeil. Et moi, quand j'ai repris la boxe au moment de rentrer en école de commerce, c'était plus simple d'avoir un club à côté de chez moi quand j'allais voir mes parents. Et j'étais ravi de découvrir. Donc j'ai rencontré Olivier, qui était un pote de mon père. Et là, Mehdi, je le croisais, mais il était tout petit, quoi. Et je me souviens, ma mère lui donnait des cours d'anglais et tout. Il venait à la maison, enfin, il faisait partie des amis de la famille. Et c'est des souvenirs d'enfance. Un très grand, d'ailleurs, pour moi, un très grand boxeur. En tout cas, j'adore sa manière de boxer à Mehdi. Ah ouais, Mehdi boxe super bien. Olivier, ouais. son père, était un coach extraordinaire avec vraiment une gestuelle et beaucoup sur les esquives, le coup d'œil. Et il a formé énormément de boxeurs hyper talentueux, notamment chez les amateurs, les cadets, les juniors. Le club de Limeil avait des résultats de dingue en jeunes. Et c'était 100% grâce à la formation d'Olivier. Et donc, si on comprend bien, donc Mehdi qui est boxeur professionnel et coach également au Temple, c'est lui qui t'a, par la suite, là je pense que je fais un pont hein, ou même un saut, Ouais. mais j'imagine qu'il y a une transition entre tout ça, mais c'est lui qui t'a fait découvrir le Temple par la suite. Exactement. Pourquoi et comment c'est arrivé tout ça? Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours essayé de continuer la boxe. Après, dans la vie active, suivant où étaient mes bureaux, suivant où je bougeais, j'ai fait de la boxe à Clichy avec les frères Ménage, j'ai fait à Issy-les-Moulineaux, à un moment donné, j'avais les bureaux là-bas. Enfin, et la boxe, c'est un sport qui est dur, vraiment dur. Quand tu es ancien boxeur, tu as fait une dizaine de combats amateurs, bon, ça se voit quand tu arrives dans la salle que tu sais boxer. Mais très vite, on te propose de faire du sparring avec les gars qui sont en train de préparer les combats. C'est difficile de dire non, t'étais fier, machin et tout. Et je voyais avec les années que 30 ans, 35 ans, 36 ans, ça commençait à être compliqué de mettre les gants avec des mecs de 20 ans qui sont en pleine force de l'âge. Et toi, tu bosses à côté. Mais en même temps, je voulais pas lâcher la boxe, donc c'était un peu compliqué. Et Mehdi, que je côtoyais encore, me dit non, mais tu devrais venir au Temple. Il y a une super ambiance, il y a des super gars. Et tu vas te faire plaisir et tu vas pouvoir continuer la boxe, passer tes 40 ans, parce qu'il y a beaucoup moins de risques, c'est à la touche. Et il y a une super ambiance. C'est comme ça que j'ai mis les pieds au Temple en 2021. Super. On passe le bonjour à Cyril, du coup, et Ouais, Jérémy. à Cyril et Jérémy. Cette équipe du Temple, tous les coachs d'ailleurs. Je pense que, tu me disais, si j'ai bien compris, vous avez fait la même école en plus avec. Ouais, avec le Cyril, on a fait la fondateur même du- école, mais avec plusieurs années d'écart. Il est un peu plus jeune que moi, donc on ne s'est pas croisés. Mais lui, justement, à l'école, il avait aussi beaucoup œuvré pour que la boxe rentre à l'école. Et je crois qu'il a créé le club boxe là-bas. Moi, j'allais m'entraîner avec les ingénieurs de l'école d'à côté. Je prenais la voiture. Et je crois que Cyril est parmi, si ce n'est le fondateur du club de boxe vraiment de l'école après. Où maintenant, à HEC, tu peux directement faire de la boxe. Tu n'as plus besoin d'aller dans les écoles d'à côté. Il y a vraiment des cours. Super, belle initiative. J'étais pas au courant de ça. J'aurais dû lui poser la question, mais je referai un jour une discussion avec lui. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien entrepreneur, la pratique de la boxe dans des périodes parfois qui peuvent être plus, on va dire, plus alléchantes, plus challengeantes, dans le bon sens du terme, et parfois plus dures. Est-ce que ça t'équilibre? Est-ce que ça te donne un boost? C'est quoi les bienfaits, entre guillemets, psychologiques ou physiques que tu en ressort encore aujourd'hui? La boxe, bon, dans les moments difficiles, quand tu dis, ça permet d'aller se défouler, d'aller penser à autre chose, d'aller se vider. Euh, et, dans, et dans les bons moments, dans les moments challengeants, la boxe pour moi c'est le dépassement de soi, quoi. C'est un des sports les plus durs au monde, tu l'as dit tout à l'heure, parce que tu dois mentalement rester focus et en même temps physiquement, même 3 rounds de 3 minutes, t'es rincé comme jamais. Donc t'as pas cette impression-là, mais c'est fou toute l'énergie que ça prend et comment il faut être toujours concentré. Donc pour moi, je vois la boxe comme vraiment un dépassement de soi et c'est pas un simple sport, quoi. C'est vraiment physique et mental en même temps. Et aujourd'hui, je peux plus faire une semaine sans boxe. Enfin, j'ai jamais pu, mais 2-3 fois par semaine, je vais au temple
Et c'est pendant les périodes où je suis en vacances, les vacances scolaires avec mes enfants et tout, ça me manque. Enfin, je vois que j'en ai besoin pour mon équilibre perso. Et ça a vraiment changé ma vie. Et je suis ravi de pouvoir continuer aujourd'hui à boxer. Dans un calendrier chargé, comme le tien, j'imagine, comment tu arrives à agencer ces séances hebdomadaires? C'est justement un des énormes points forts du temple, c'est qu'il y a des cours de 7h30 à 21h30 et tous les jours de la semaine. Donc, je veux dire, pour moi, ce serait un non-sens de dire que c'est compliqué quand tu as autant d'opportunités de boxer. Quand tu es dans un club de boxe classique et c'est lundi, mercredi, vendredi de 18h à 20h, ouais, là, ça peut être chaud. Tu as des rendez-vous, tu loupes le cours, tu machin, mais tu vas faire une semaine où tu fais pas de boxe. Là, j'ai aucune excuse. Il y a une quinzaine de cours par jour, si c'est pas plus. J'ai aussi la chance d'avoir des bureaux juste à côté de la salle de Maillot, donc c'est à pied. Je suis à 4 minutes à pied du temple Maillot, donc j'ai aucune excuse. Ouais. Y a pas, voilà. Mais il y en a parfois qui arrivent à. Et j'en veux pas, hein, mais je leur en veux pas, pardon. Mais c'est vrai que parfois des personnes arrivent je dirais pas trouver des excuses, mais des explications. Ça peut se comprendre. Quand c'est physique, quand c'est une problématique physique, et encore, je pense que la boxe, faut la pratiquer de manière parfois assez douce. Et on est amené, nous, en tant que coach, à s'adapter en fonction des complications physiques que chacun peut avoir dans son quotidien ou par rapport à dans ses antécédents de blessures. Donc, comme tu dis, c'est vrai, en vrai, tout ça pour dire, il n'y a pas d'excuses en réalité. Il y a des créneaux horaires à tout va et puis une variabilité en plus dans les types de cours. Exactement. Est-ce que tu as un cours préféré? Moi, c'est sparring. Ouais. Ouais, je fais quasiment que des cours de sparring. C'est vraiment mon kiff. Être sur le ring, c'est autre chose, quoi. C'est ce que je kiffe le plus. Et il y en a tellement que tous les jours, j'ai 1 ou 2 cours de sparring possibles. Donc, je m'adapte, j'arrange mon emploi du temps et je vais me faire 1 heure de sparring et je rentre et je suis apaisé. Super. Revenons-en à ton parcours entrepreneurial, tes projets. Crazy Voyage, c'est Crazy Voyage. Ouais. J'aime bien quand on parle avec un petit peu d'accent, c'est toujours important. Et derrière, So Villa, si j'ai bien compris, à la sortie du Covid. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? En fait, il existe toujours Crazy Voyage, mais une agence de voyage dédiée à la fête. Le Covid arrive, il n'y a plus d'avion, plus de voyage, plus de boîtes de nuit, plus de bars, plus de retrouvailles. Donc, c'était vraiment le double coup de massue, quoi. La boîte, elle passe de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à 0. Mais quand je dis 0, c'est 0. Il y avait rien, quoi. 2020, il n'y a rien. 2021, pareil, il n'y a rien. On croit que ça va repartir, mais nouveaux variants, nouveaux machins, nouveaux confinements, nouvelles fermetures des bars et des boîtes. Donc, nos clients, ils ne pouvaient pas aller à Budapest et Barcelone. Et même quand ils pouvaient y aller, parce que les lignes ont réouvertes, ils ne pouvaient pas rentrer en boîte et faire la fête. Donc, il n'y avait aucun intérêt d'aller faire la fête à Budapest. Il n'y a pas de fête à Budapest. Donc, on passe d'une boîte où on était une quarantaine, on était 43 exactement, à plan social sur plan social et 6 personnes à la fin. Et toujours, on ne voyait toujours rien venir. Donc très vite, en juillet 2020, donc c'est vraiment le dépôt des statuts de So Villa, c'est juillet 2020, donc c'est le lendemain du premier confinement. On se rend compte avec mon associé que y a peut-être un monde qui change vraiment, un monde qui va changer. Peut-être qu'on ne voyagera plus, mais on se dit, rassembler les gens, non, enfin ça va continuer. C'est les applications, je ne sais pas si tu te souviens, House Apéro, je ne sais plus quoi, où tu es en visio avec tes copains pour prendre l'apéro avec eux, pour discuter. Non, dès la fin du premier confinement, les gens ils veulent se retrouver. Et là, on se dit, ok, peut-être qu'ils iront plus à Budapest, peut-être qu'ils iront plus à Prague, on ne sait pas. Peut-être qu'ils iront plus dans des bars, peut-être qu'ils iront plus dans des boîtes, mais il faut des lieux pour se retrouver. Et c'est là que toute l'idée de So Villa, elle émerge. On se dit, il nous faut créer des lieux au début, pas trop loin de Paris, où les gens ils peuvent aller en voiture, se retrouver, voir les copains et faire une fête privée entre eux, faire un dîner, célébrer un moment. Et c'est là qu'on imagine vraiment tout ce qu'est So Villa. Donc, on a rebondi après ce confinement pour créer quelque chose d'encore plus grand. Crazy Voyage, c'est cool, mais c'est une agence de voyage de niche dédiée aux enterrements de garçons. So Villa, tout le monde a envie de se rassembler avec ses proches. Ça peut être famille, ça peut être tes potes, ça peut être tes collègues. Le marché est beaucoup plus profond. Et en plus, on s'est encore plus fait kiffer en développant parce que c'est notre produit. Agence de voyage, tu revends le produit des autres. C'est marrant de trouver des activités un peu insolites, extra et tout, mais
Là, Sovilla, on est chez nous, on achète les maisons, on les rénove, on les équipe comme on veut, et on imagine la meilleure maison possible pour recevoir tes potes, pour recevoir ta famille. Donc, on s'est vraiment fait kiffer. Mais ce que j'allais dire, c'est quelle est ta maison, peut-être, Sovilla favorite? T'en as plusieurs? Ouais, je les aime toutes. Hein. J'ai tous participé à leur conception, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus charmantes que d'autres, qui ont un peu de cachet particulier. Moi, j'aime bien les vieilles maisons un peu anciennes. Donc, et puis, il y a une région que j'aime bien qui s'appelle le Perche, où on a pas mal de maisons. Tu vois, c'est à l'ouest de Paris, en allant vers la Normandie. Donc, c'est en allant vers chez moi. Parce que moi, Ouais. tout ce qui est hors de Paris. Alors, le Perche, c'est genre à 1h30, 2 heures de Paris, un peu en allant vers l'ouest. Donc, en prenant la 13 ou la N12 plutôt. Et il y a une villa qui s'appelle Aubrioche, la Sovilla Aubrioche. Elle est sublime. Donc, voilà. Cyril me parle souvent de faire un partenariat entre le temple et Sovilla, où on installerait des sacs et un ring dans une Sovilla, et on ferait un genre de stage, séminaire de boxe pour les membres du temple qui voudraient s'inscrire. Et je le vois trop dans cette villa. Donc, il faut que j'emmène Cyril une fois dans cette villa, que je lui montre l'espace où j'imagine installer les sacs, l'espace où j'imagine installer le ring, et voir ce qu'il en pense, et qu'on mette ça en place. Je lui passerai le message. Je lui enverrai exactement la partie de la vidéo. Parfait. Comme ça, Parfait. il ne pourra pas manquer à cette proposition. Et c'est une superbe idée en plus. C'est vrai que c'est toujours important de pouvoir, encore une fois, rassembler les membres d'une pratique qui est la boxe dans un lieu qui est magnifique. Ça sera vraiment super. Et, est-ce que tu vois comment dirais-je, des liens ou des complémentarités entre des moments, sans vouloir forcément remettre le couteau dans la plaie, des moments difficiles, mais les moments où tu as su justement rebondir, et des moments où toi, dans tes combats, tu as aussi su rebondir ou écouter ton entraîneur, ton père, si c'est lui qui est dans ton coin. Au début, il était dans mon coin. Tu vois un lien dans ton comportement psychologique et même parfois même physique. Ça se trouve qu'il y a des choses physiquement que tu mets en place lorsque tu es dans une période, entre guillemets, de réflexion. Pour moi, il n'y a rien de plus dur que de monter sur un ring. Je parle d'un combat vraiment, ou même un assaut, mais à partir du moment où il y a du public. J'ai jamais eu autant d'adrénaline, autant d'émotions fortes dans ces moments-là. Et à chaque fois que je vis un moment difficile dans la vie pro ou dans la vie perso, où j'ai un moment un peu tendu, j'ai un moment compliqué, une prise de parole devant les salariés pour annoncer une mauvaise nouvelle, un contrôle URSAF où je sais que je vais être face à l'inspecteur et que ça va être compliqué, il faut que je garde mes nerfs, alors que je pense avoir tout bien fait et que c'est compliqué, je me dis toujours, il n'y a rien de plus dur que d'être sur le ring. Ça va être plus facile. Ça va être une étape. Ça, tu peux parler devant 40 personnes. Tu as fait des combats devant 1000 personnes, avec tes potes, ta femme, tes enfants, tes parents qui te regardent, tu avais un stress de dingue. Ça, c'est beaucoup plus simple. Tu vas y arriver. Et à chaque fois que j'ai des moments durs, je repense au combat, au moment d'adrénaline, en me disant que je suis déjà passé par beaucoup plus dur et j'ai déjà eu à gérer beaucoup plus d'émotions dans ces moments-là. Donc le reste, ça va glisser. Et ça, vraiment, la boxe m'a apporté ça. Super, je suis hyper d'accord avec toi et c'est exactement ce que je partage. Mais surtout, toi, donc du coup, quand tu es sur le ring et que c'est difficile, est-ce qu'il y a des mots clés avec tes entraîneurs avec lesquels tu partagez, qu'ils te partageaient, ou des mots clés que tu te dis intérieurement, et pareil dans tes moments difficiles de la vie? Est-ce que c'est les mêmes que tu te répètes du coup? Parce que si j'ai bien compris, tu fais le parallèle quand tu as des moments difficiles entre ce que tu as vécu au niveau sportif, qui était très intense, et le fait que psychologiquement, physiquement, ce n'est pas si intense plus intense, ce qui se passe au moment présent dans la vie professionnelle ou parfois personnelle. C'est exactement ce que tu te dis, pareil, quand tu es en boxe. Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu te disais dans ces moments-là? Ouais, dans ces moments-là, c'était un combat de boxe, en fait, à mon niveau surtout, c'était super court. C'était 3 rounds. Les mots-clés, comme tu dis, ce qui m'a marqué dans mes combats, c'est une fois que le combat sera fini, ce sera trop tard. Tu pourras plus. N'aie pas de regret. Tu vois, n'aie pas de regret. Donne tout. Tu vois, vraiment donne tout. N'aie pas de regret. De quoi tu voudras qu'on se souvienne après, quoi. Ah, j'ai perdu, mais ce jour-là, j'étais pas en forme, etc. Ou truc. J'ai pas osé y aller. J'en avais encore sous le pied. Vraiment, donne tout. N'aie pas de regret.
qu'est-ce que tu veux construire? Parce qu'un combat, notamment quand tu connais la défaite, tu la cogites, tu la ressasses 150 fois, tu y repenses presque tous les jours pendant des semaines et des semaines. Et tu te dis, j'avais 3 minutes, j'avais 9 minutes pour changer la donne. Pourquoi à ce moment-là, je suis pas allé, quoi. Et ce côté de ne pas avoir de regrets et de tout donner, je m'en sers aussi dans les moments difficiles, au bureau, dans la vie pro. Attends, on va pas se laisser faire, on va tout donner, on va y aller à fond, quoi. On va y aller à fond. Et j'hésite jamais moi-même à remettre les mains dans le cambouis, comme on dit dans les entrepreneurs, dans le milieu entrepreneurial, et à reprendre. On a une période difficile au niveau commercial. Vas-y, je retourne avec l'équipe des commerciaux, je m'assois avec eux, je reprends des clients au téléphone, je me remets dedans et on va tout donner pour. Voilà. On a des concurrents qui, a priori, nous font mal. J'appelle les concurrents, je me fais passer pour le client mystère, j'écoute, je me remets dedans à fond pour ne rien regretter et tester toutes les options possibles qui sont sur la table. Pas rester assis face et inerte face au problème, quoi. Et ça, ouais, je pense que si je fais le parallèle entre la boxe et le monde pro, c'est celui-là. Tout donner, aller jusqu'au bout et donner de ma personne, vraiment. Être impliqué directement. Un combat de boxe, c'est un sport individuel. Bien sûr, le coach et toute l'équipe sont intéressés, mais tu es tout seul sur le ring et tu dois tout donner. C'est à toi de te dépasser et de réaliser des choses. On en revient à la responsabilité, hein, en soi. Ouais, exactement. Prendre sa responsabilité et quand c'est le début du round, après la minute de repos, tu dois retourner seul et ton coach te dit allez, n'aie pas de regret, comme tu dis. C'est vrai que c'est une phrase souvent qui est partagée par les coachs de boxe et moi aussi, je sais que mon coach, il me l'avait déjà dit. Moi, j'étais à l'entraînement une fois, il m'a dit ouais, là, il faut que tu sois à fond parce que sinon, après, tu vas dire que si j'aurais fait cette séance à fond, peut-être que j'aurais eu les gains physiques, psychologiques pour être en meilleure forme le jour J. Donc c'est pareil, je pense comme toi. Est-ce que tu vois une distinction ou plutôt quelque chose de similaire entre la relation entraîneur-entraîné et collaborateur-dirigeant? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours été proche de mes coachs, que ce soit Olivier, que ce soit mon papa, ou que ce soit William Bronzola à Véja Saint-Maur avant. Et j'essaye, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si j'ai fait exprès de faire ce parallèle, j'essaie d'être proche de mes équipes. Enfin, je suis plutôt quelqu'un de empathique, bienveillant, à l'écoute. Et j'ai partagé la même chose avec mes entraîneurs. Il y avait le côté, faut être à fond, il faut rien regretter. Et allez, on y va, Alexandre. Et en même temps, une certaine proximité. On était proches, on a toujours été proches avec Olivier, j'étais super proche. Je l'aidais dans ses projets de développement, la salle, les stages qu'il pouvait organiser pour les gamins quand il les emmenait à l'étranger, etc. Qu'il fallait monter un dossier, obtenir des subventions à la mairie. Il y avait beaucoup d'entraide et beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Il n'y avait pas que cette. J'ai jamais eu un coach genre trop sévère et trop discipliné à qui j'ose pas m'adresser, tu vois ce que je veux dire un peu et j'essaie, je pense, d'être pareil avec mes équipes. La porte de mon bureau, elle est toujours ouverte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un problème, j'hésite pas à venir aider pour le régler, à m'impliquer avec eux. Et en tout, ça rejoint ce que j'ai vécu avec la boxe. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses du coup que les équipes, de manière générale, doivent se rassembler? C'est intéressant parce que ça revient à ce que toi tu proposes, Ouais, comme service, rassembler parfois même en B2B, donc des entreprises, des collaborateurs entre eux. Parfois ça crée du lien entre les collaborateurs et les dirigeants de la même entreprise. Est-ce que tu penses que c'est important? Est-ce que tu penses que c'est important que ce soit autour de la fête, mais aussi parfois d'une activité sportive ou ludique? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Après, je sais que c'est un service que tu proposes. Nous, dans les valeurs de la boîte, dans l'ADN de la boîte, il y a la fête. Et les valeurs d'une boîte, elles sont valables pour tes clients, elles sont valables en interne aussi. Sinon, c'est pas une valeur de boîte. Donc nous, de toute façon, quand tu passes des entretiens chez nous, quand tu veux rejoindre l'équipe Sovilla, on teste si tu as cette mentalité de rassemblement, festif, générosité, convivialité. On te demande ce que tu fais avec tes amis, on te demande si tu organises des séjours, etc. Enfin, ça fait partie des questions qu'on pose à l'entretien. Et
Et résultat, nous, on fait beaucoup de fêtes entre nous. On inaugure toutes les maisons. On a eu 44, donc t'imagines, ça fait déjà 44 fêtes. Et on passe un super moment. On est presque nos premiers clients, en fait. Et donc, après, c'est ce qu'on conseille aux boîtes qui nous conseillent. Mais on sait qu'un séminaire dans une Sovilla, c'est un séminaire pour vraiment fédérateur. Tu vas dormir ensemble dans la même maison, tu vas cuisiner ensemble, tu vas te baigner, faire du sport ensemble. Il y a pas mal d'activités sportives dans les maisons. Donc c'est un moment de cohésion. C'est pas un moment luxe, haut de gamme, champagne, etc. pour mettre plein la vue à tes collaborateurs. Même si les villas sont jolies, sont sympas, ça reste des maisons de campagne. On n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Et c'est ça qu'on vend quand on vend en B2B, c'est un moment de cohésion. C'est le moment, moi je dis souvent à mes équipes, c'est le moment où l'entrepreneur, le patron, il hésitait à payer un coup à tout le monde au bar en bas. Hop, il paye sa tournée. Voilà. Bah là, au lieu de simplement payer ta tournée au bar en bas, fais 1h30 de voiture, emmène-les et passez 24 heures ensemble dans ce moment de convivialité et d'échange où la glace va se briser entre certains collaborateurs, et le patron va être plus accessible, on va cuisiner ensemble, on va faire un barbecue ensemble. euh, et, euh, et le team building sera beaucoup plus réussi que avoir payé une tournée de bière en bas entre 18h et 22h. Et souvent, alors je leur dis, c'est quasiment pour le même prix, parce que vu le prix de la pinte à Paris, tu peux t'en tirer pour 800 euros de bière, alors que pour 1000 euros, tu pourrais être dans une Sovilla avec tes équipes 24 heures. Et c'est ça, c'est ce moment de cohésion et de convivialité qu'on vend en B2B. Les tarifs en général sur les maisons, ça varie de. En gros, les tarifs, le week-end, suivant la haute saison, la basse saison, la taille de la maison, on essaie d'être à 100 euros par personne le week-end. Donc, c'est une maison de 30, ça fait à peu près 3000 euros le week-end. Donc, 50 euros la nuit par personne. Et en semaine, c'est possible de louer une nuit. Les entreprises elles viennent plutôt un mardi soir, un mercredi soir. Et ça va être 1500 euros la nuit. Donc, c'est à peu près le même prix, mais tu peux le prendre que sur une seule nuit. Et tu peux venir, ça dépend du nombre de collaborateurs avec qui tu viens, mais ça va de 30 à 60 euros la nuit environ par personne. C'est quand même hyper accessible. Nous, on est, comme je le répète souvent, mes équipes, on n'est pas haut de gamme, on n'est pas luxe, on est convivial. On rassemble les gens, on permet aux gens de se rassembler, donc il faut que ce soit facile, que presque tout le monde puisse venir chez nous. On fait même des promos pour les étudiants en saison basse, pour que des assos étudiantes, des gens qui ont un peu moins de budget par définition, moi je suis passé par là aussi, puissent se réunir et se retrouver avec toute l'asso et faire un bon moment. Après, les étudiants, c'est qu'ils sont un peu foufous, et c'est là où on a le plus de casse, mais on les accueille encore volontiers en basse saison. Quand on casse les prix, on leur fait des réductions, et voilà, on essaye de permettre aux gens de se rassembler. Super. Et t'es pareil avec tes enfants? T'aimes bien rassembler en vacances? T'aimes bien aller ailleurs que rester en Normandie, ou tu préfères plutôt regrouper tout le monde au domicile? Les deux, on fait beaucoup de... Enfin, je dis toujours, je suis en week-end tous les week-ends. Je rentre chez moi en Normandie le vendredi et je suis pas loin de la mer. J'ai la chance d'avoir une grande maison avec un grand jardin. J'adore recevoir, donc mes enfants, ils adorent ça aussi, parce que je reçois des potes qui ont des enfants. Et tu connais, les enfants, après ils jouent dans le jardin, ils sont ravis, quoi. Donc on est potes beaucoup avec les parents d'élèves de mes enfants, et ça se mélange, et ils adorent ça. Et après, comme j'ai tendance à quand même beaucoup bosser, et puis je suis pas là la semaine, je suis pas là 3 nuits par semaine. Donc quand on prend des vacances, on essaie de partir plus souvent tous les 4, avec ma femme et mes 2 enfants, et j'essaie de les faire voyager et voir autre chose, et partir des fois loin. Une année sur 2, on se fait un très gros voyage, on essaie d'aller assez loin, et de leur faire découvrir un peu le monde, que moi j'ai découvert un peu plus tard, parce que j'ai pas eu la chance de voyager quand j'étais un peu plus jeune. Mais avec eux maintenant, je leur montre un peu tout différent, donc c'est un mix des deux. Super. Et rappelle-moi leur âge. 6 et 12. 6 et 12. 6 ans Livio et 12 ans Axel. Ah, 2 garçons, du coup? 2 garçons, ouais. Je fais Okay. comme mes parents. Que des garçons. Disque petita, comme on dit, c'est ouais. ça. Je sais pas si c'est ça qu'on dit d'ailleurs, mais est-ce que tu as le même comportement? On en parlait tout à l'heure, tu l'as dit, hein. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que tu as dit que ton père a changé quand il y a eu le dernier. Ouais. Parce que le temps est passé, parce qu'il a pu éduquer les 2 premiers, donc peut-être qu'il s'est dit, bon, ok, ça marche un peu moins. Allez, je vais essayer de faire un peu plus l'entre-deux. Quelle partie donc tu as pris de tout ça
qu'est-ce que la boxe, en tout cas, quel rôle elle joue pour le moment, peut-être pas encore avec tes fils, mais est-ce qu'elle jouera un rôle dans leur éducation ou dans leur parcours? Qu'est-ce que tu as choisi? Je sais que j'ai adapté ce côté strict un petit peu à ma sauce, mais avec le même objectif, qu'ils aient le choix plus tard. Et donc, qu'ils leur permettent de choisir le métier, la carrière, en fonction de leur ambition, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Mais pour ça, les pousser le plus loin possible à l'école pour que ça fonctionne bien et qu'ils aient le meilleur diplôme possible. Donc, je suis assez strict au niveau des notes. Mon père me posait une question à chaque fois: t'as eu combien? Je donnais ma note, 19. Et deuxième question, c'était: c'est quoi la meilleure note? Et voilà. Et troisième question, si j'avais la meilleure note, c'était: il a combien le deuxième? Mais si le deuxième il avait 18,5, il me dit: ok, c'était facile. Et bon, c'était un peu trop. Donc moi, j'essaye de pas aller jusqu'à cette troisième question qui est: il a combien le deuxième? Et dévaloriser un peu, parce que je me souviens que moi, ça me faisait mal ça. Donc j'essaie d'adapter en me souvenant à des moments où j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance. Donc, je lui demande quand même s'il a la meilleure note, et je suis attaché à ça. Donc je reproduis ce schéma-là, quoi qu'il arrive, avec cette difficulté de ne pas être là la semaine. Donc si tu arrives le week-end et que tu es que le gars qui demande si tu as la meilleure note, et demain, au bout d'un moment, tu n'as pas d'échange avec tes enfants, et il est relou, lui, il arrive et il pense qu'à ça, alors que maman, elle est cool, etc. Donc essayer d'adapter, d'expliquer pourquoi je fais ça, beaucoup plus que... Mon père, elle me l'expliquait, mais il me l'expliquait un peu tard, je trouve, ou alors j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, d'échanger. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, la boxe, pour l'instant, eux, ils savent que je fais de la boxe. On en parle souvent. Ils vont toujours regarder des combats de boxe à la télé. Mais je les pousse pas à en faire pour le moment. J'aimerais qu'ils en fassent de temps en temps. J'ai acheté les PAO, ils ont des gants, et on fait des petits cours de temps en temps. Mais je veux que ça vienne d'eux, hein, s'ils ont envie de s'y mettre. J'ai le grand qui fait du hand, et il kiffe les sport co, être avec ses copains et tout ça. Moi, je kiffe pour lui parce que j'ai jamais réussi à faire des sport co. Alors pourtant, j'adore rassembler, j'adore être en équipe, et Ouais, ça a jamais pris chez moi. Donc je l'emmène le week-end à ses matchs, et c'est cool. Et le petit dernier, il a 6 ans, il commence, mais il est un peu plus teigneux, et il s'est mis plutôt au judo, sambo. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, bien sûr, bien Voilà. Et, donc il y a un club de sambo à Oulgat, et il adore y aller. Et toi, il découvre. Et j'aimerais bien, si un jour il me pose la question de la boxe, l'amener aussi vers ça, parce que je le sens un peu plus dans la mentalité boxeur que le grand qui est plus sport co. Ok, c'est intéressant. Et de toute façon, après, chacun prendra la voie qui est la sienne, mais c'est vrai que c'est un sport, la boxe, qui apporte en éducatif vraiment beaucoup. En ayant coaché des enfants, moi, j'ai aucun regret. Mais parfois, je me dis que j'aurais quand même bien aimé pratiquer la boxe éducative quand j'étais enfant. Même si je suis d'accord avec toutes les personnes qui disent qu'il faut qu'un enfant il soit pluridisciplinaire le plus possible. Et les sports collectifs, c'est vrai que ça apporte également beaucoup. Moi, venant du foot, Ouais. c'est un peu ça. Et les arts martiaux également. Donc, c'est bien. Tu as un mix à la maison qui est différent. Il doit y avoir quelques petites prises de judo du plus petit. Ils ont beaucoup d'écart, 6 ans, 12 ans. Donc, même si le petit est teigneux, le grand, petit, 12 ans, allez, rassis-toi. Ah bon, exactement. Ok, super. Écoute, on approche la fin de l'épisode, mais j'aurais bien aimé que ça dure encore plus longtemps. Moi, les petites questions que j'ai en fin d'épisode, souvent, c'est des questions assez plus souples. Mais avant qu'on passe sur les dernières questions de l'épisode, j'ai une seule, et ça parle de génération. Pour toi, comment les prochaines générations vont se rassembler? Quel est l'avenir de la fête? Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux et les outils technologiques vont continuer, entre guillemets, au jour le jour, dans le quotidien, d'éloigner les personnes l'une de l'autre, et peut-être les rassembler à des moments clés, comme un concert, comme un week-end entre amis, comme par une sortie en boîte de nuit pour un événement peut-être particulier, ou un événement dans la boîte particulière, un showcase, je sais pas. Ou tu penses que même ça aura du mal à persister? Alors, je suis un éternel optimiste, donc j'y crois. C'est vrai que chaque génération est différente, le monde évolue, et
j'ai la chance dans mon entreprise dans mes 2 entreprises, d'avoir des personnes beaucoup plus jeunes que moi. On est les 2 plus vieux de la boîte avec mon associé Aurélien. Et donc je vois ces jeunes générations faire des choses que nous on faisait pas du tout. Rencontrer quelqu'un, c'est sur une app aujourd'hui. Ils s'abordent plus dans un bar, dans un truc. Et d'ailleurs, dans les bars et dans les boîtes, ils y vont beaucoup moins que nous à leur époque. Donc forcément, ça a changé. Mais des choses que tu as relevées, les concerts et les festivals, ils y vont toujours. Hein. Je me suis retrouvé dans des concerts et des festivals avec eux. J'ai même redécouvert des trucs que je n'avais pas trop fait dans ma jeunesse. Et j'ai vu l'engouement de dingue que tu peux avoir. J'ai eu la chance de faire des Wheel of Green avec Burna Boy sur scène, Les Ardentes, c'est un festival hip-hop incroyable à Liège. Et là, quand tu vois des dizaines et des dizaines de milliers de personnes rassemblées, je me dis non, la fête, elle est pas morte, c'est peut-être un peu différent. Ils vont voir des artistes. En tout cas, plus qu'à mon époque, je n'ai pas le souvenir à leur âge d'avoir fait autant de concerts. Quand je vois ces jeunes générations se rassembler autour d'artistes, tu le vois aussi aujourd'hui, des Booba, des Jul qui remplissent des stades, des Orelsan qui font 10 dates de suite. Si tu n'avais pas ça, enfin, en tout cas, dans ma jeunesse, je n'ai pas du tout le souvenir de ça. Donc ouais, les événements pour un artiste, pour quelque chose, je trouve que ça continue grave à rassembler les gens. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, les événements plutôt privés, la fête, ça va être dans un cadre un peu plus intimiste, avec tes potes, avec des gens que tu connais. Les bars et les boîtes sont moins fréquentés. Voilà, c'est une tendance, il n'y a rien à faire. Et donc, à la fois, on surfe dessus avec Sovilla. Si je prends ma casquette business, on va dire, OK, il a vu ça et tout, mais en même temps, avec les valeurs que je prône et que j'essaie de partager, je pense qu'on est utile à ça pour permettre aux gens de se rassembler. Je prends un exemple, Airbnb interdit la fête. Donc sur Airbnb, tu n'as pas le droit de louer une maison pour rassembler tes copains pour fêter ton anniversaire. Airbnb, nous on distribue nos maisons sur Airbnb et ils nous ont demandé de changer les annonces, d'enlever les mots anniversaire et tout dans les annonces qu'on mettait parce que c'est interdit. Et moi quand je vois fête interdite, tu vois, ça me rend dingue parce que fête... ah oui, mais c'est pour les voisins. Oui, nous, Airbnb, je leur ai dit, bon, c'est mis loin des voisins. Nous, on autorise, on a créé des maisons pour ça. Les enceintes, elles sont fixées à l'intérieur. On a fait venir un acousticien, on a tout mesuré pour que ça dérange personne. Mais n'interdisez pas la fête. Enfin, c'est quand le lieu a été créé pour ça, pour permettre aux gens de se rassembler. Et donc, c'est la mission de Sovilla, c'est de continuer de permettre aux gens de se rassembler et de célébrer un moment ensemble. Que ce soit un dîner convivial, que ce soit une teuf, que ce soit danser, on crée des vraies salles de danse, des salles de karaoké. Et moi, j'y crois encore. Super, super, super. Et c'est un beau message pour les générations à venir. Et tu l'as senti dans ma question, les propos que j'ai changés, je suis de même avec toi. Je pense que et tu as bien pris l'exemple des artistes aujourd'hui. Moi, dernier concert que j'ai fait, c'était là. Oula, non, quel mois là. C'était en juillet, Chris Brown, avec Bryson Taylor en première partie. Bon, c'est la 5e fois que je vois Chris Brown à Paris, mais toujours le même plaisir de voir un nombre incalculable de personnes qui suivent à chaque fois ce que le DJ va dire à faire, qui s'ambiancent sur l'artiste, à la fin, tu sens les émotions partagées par tout le monde. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que, OK, malgré les téléphones, malgré bientôt les lunettes avec intelligence artificielle intégrée, au final, le but, il sera toujours le même. C'est aller vers les autres. Et parfois, peut-être, c'est vrai que ce qui rassemble autour des artistes, c'est qu'on a des goûts communs. Au final, les 10 000 personnes qui viennent au festival, en fait, elles ont les mêmes goûts parce qu'ils viennent voir les mêmes artistes. Et je pense que, au final, ça va la même chose. Tu rassembles toujours dans un cadre privé. Privé qui est le tien, privé dans tes goûts, privé dans tes choix avec qui tu veux le faire. Mais je pense que c'est intéressant. Peut-être un jour des festivals avec ce villa. On verra. On essaie de collaborer. Tout est possible. Écoute, dernière petite question. Les dernières petites questions. Là, déjà, tu l'as dit tout à l'heure, ta maison préférée, c'est Sovilla. J'ai compris. C'était laquelle ? Au Brioche. Ouais. Au Brioche, pour moi. Ça, comme ça, je vais m'en souvenir. Au Brioche. Et on en reparlera à Cyril pour potentiellement un petit rassemblement avec des membres du Temple. Ce serait vraiment sympa. Et c'est quelque chose qui doit se faire et continuer de se faire. Les autres questions que j'aurais, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une série que tu veux partager ? Bonne question. Un film sur la boxe. Moi, je trouve qu'il y a eu des films incroyables faits sur la boxe. Un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est Fighter, qui retrace la carrière d'un mec qui avait des défaites, tu vois, Mickey Ward, qui n'avait pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir et qui va quand même faire des grands combats derrière.
parce que la boxe, le monde professionnel de la boxe m'intéresse. J'aime autant toutes les valeurs partagées par la boxe. J'ai pas été pro moi-même, mais quand je repense à la carrière de mon père et tout ce qu'il a vécu et tout, le monde professionnel de la boxe, c'est dur. C'est vraiment très dur de percer, d'en vivre. Et je trouve que dans ce film, c'est vachement bien retranscrit ce que ça peut être la vie d'un boxeur professionnel et les difficultés qu'il y a derrière. Il y a des films très beaux, Ali, etc., sur la gloire, sur les moments ouf de grands boxeurs. Mais ce film sur un petit boxeur de quartier, et qui en plus est vraiment inspiré de sa vie réelle, je le trouve hyper poignant et hyper connecté à la réalité de ce que c'est que le monde de la boxe. Super. Ton boxeur préféré? Tyson. Mike Ouais, Tyson. je savais. De loin, parce que c'est des souvenirs de dingue avec mon père. Se réveiller à 4-5 heures du matin, allumer Canal+, dans les années 90, avoir les yeux qui piquent et le combat qui dure 30 secondes, qui a au premier round, mais être quand même heureux, tu vois, heureux de l'avoir vécu en live, heureux de l'avoir vu dégommer le gars au premier round avec voilà, c'est un mec il fait ma taille, tu vois, il fait 1m80 et il a dégommé tous les colosses de sa génération. C'est vraiment hyper impressionnant. Pour moi, c'est le plus fort. Je suis de même, on partageait cet avis-là tout à l'heure. Après, comme je n'ai pas eu le temps de le dire ce que je pensais sur ça, mais en fait, je pense qu'après, aujourd'hui, entre guillemets, les boxeurs en noir américain, on en voit un peu moins parce que peut-être que dans leur jeunesse, ils ont peut-être des appétences plus sur la NFL, le basket. Bien sûr. J'imagine, hein, tu fais 2m10, tu as le choix entre mettre un panier et jouer dans une équipe, donc plus de choix. Plus de chances d'arriver au Graal de ton sport, entre guillemets, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et aller t'entraîner et te prendre d'autres sparring, parce que le plus dur, c'est l'entraînement, hein, plus que le combat. Des fois, c'est ça qui donne le plus de dommages. Passer ton temps à faire des sparring contre des mecs qui veulent t'arracher la tête. Je pense que le choix, chez la jeunesse américaine est vite faite. C'est clair. Et puis, les millions que tu as en NBA et en NFL, ils ont l'air plus accessibles que les millions que tu pourras faire en boxe, parce qu'il y a très peu de boxeurs qui sont payés des millions et c'est beaucoup plus dur. C'est ça, et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup moins de poids lourds nord-américains. Ouais, tout à fait. Alors qu'à l'époque, c'était eux qui, entre guillemets, régnaient. Dominaient la catégorie. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de boxeurs de l'Est. Ouais. Mais parce que à l'Est, les sports comme le basket, le football américain, ça ne rapporte pas. Et qu'est-ce qui rapporte? C'est les sports peut-être plus rugueux, comme la boxe, comme la lutte, comme les MMA. Et c'est pour ça que... Donc je pense parfois, démographiquement et socialement, ça amène à comprendre parfois le fait que pourquoi il n'y a plus de Tyson aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, américains, parce que les Anglais, ils ont encore des grands boxeurs. Ouais, ils ont pris le relais, c'est vrai. Est-ce que tu as une boisson pour faire la fête favorite? Non, pas spécialement. J'aime bien partager des moments conviviaux. Moi, je suis très bière. Voilà, on partage. Dans les villas, on met des tireuses. On travaille avec une marque brasseurs locaux. J'aime bien aussi la production un peu artisanale et tout ça. Donc, j'essaie de mettre ça en avant. Mais voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais branché vodka, Red Bull, machin, etc. Mais bon, j'ai 44 ans, donc j'ai ralenti un peu là-dessus et j'essaie de maîtriser la consommation. Ok, super. Bon, je pense qu'on peut clôturer en tout cas sur ça. Est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais que j'invite dans See You on the Ring? J'ai vu que tu posais cette question, donc je me la suis posée un peu avant. Je pense que ce serait intéressant Moi, il y a un truc qui m'impressionne au Temple, c'est les gars qui vont faire le white collar boxing. Ceux qui sont vraiment tellement kiffé la boxe qu'ils ont découvert un peu tard, j'imagine, et qu'ils ont envie de découvrir l'adrénaline des combats. Et les gars qui partent à Londres, vraiment aller au charbon, je pense que ça peut être des mecs intéressants à interviewer pour voir comment ils ont réussi à se motiver pour faire ça et comment la boxe leur a... Voilà, il y a un gars qui s'appelle Olivier Sarfati avec qui je mets un peu les gants des fois, et il me fait marrer. Il est un peu barré comme gars, mais son expérience à Londres l'a beaucoup marqué, et je pense que ça peut être intéressant de l'interviewer. Ouais, en plus, on en parle souvent et je lui passe bonjour à Olivier. Mais écoute, merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt au Temple. Avec et plaisir. puis moi je vous dis à très bientôt sur See You on the Ring. Merci. Est-ce que je mettrai en lien en description les sites pour Sovilla. Il y a le compte Instagram, j'imagine. Oui, on a un compte Instagram sur lequel on est hyper actif. Donc il faut nous suivre @so.villa, so.vi2las. Mais voilà. Ok, super. N'hésitez pas à les suivre et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et à vous abonner sur YouTube pour que je puisse continuer d'échanger avec des personnalités comme Alexandre en face de moi. Merci Alex. Merci Landry. Ciao. Merci beaucoup.